Mesdames, messieurs, non-binaires, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, dans ce deuxième volet d'Épitaphe, je vais vous proposer une phrase tirée de la pop culture. Parce que oui, effectivement, la pop culture peut nous amener à réfléchir, et j'espère bien vous le démontrer. Et comme il faut rendre à César ce qui appartient à César, je me permets de remercier mon ami oh combien de longue date qui m'a suggéré cette idée, ami avec un A majuscule, parce que c'est aussi la première lettre de son prénom. Bienvenue dans ma caverne, asseyez-vous au coin du feu, nous allons prendre le temps de réfléchir. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour toute chose donnée, il faut en abandonner une autre de la même valeur. C'est le principe fondamental de l'échange équivalent. Cette phrase est tirée du manga Fullmetal Alchemist paru de 2001 à 2010 et créé par le mangaka Hiromu Arakawa. Cette série nous narre l'histoire de deux adolescents alchimistes qui partent à la recherche d'une solution parce qu'ils ont fait une petite bêtise. Ils ont essayé la transmutation humaine, et c'est interdit. Dans la transmutation, en suivant la loi de l'échange équivalent, ils ont perdu une partie de leur corps pour l'un, et l'intégralité du corps de l'autre. Et la fameuse pierre philosophale, après laquelle ils vont courir, leur permettrait de supprimer ce principe d'échange équivalent. Ça leur permettrait donc de pouvoir retrouver leur corps, sans avoir à faire tout un tas de montages artificiels divers et variés pour espérer obtenir leur corps, ou récupérer leur corps. C'est un peu vague encore. De toute façon, avec l'occulte, c'est toujours un peu bizarre. Dans le monde de ces adolescents, l'alchimie règne en maître. Il y a le principe fondamental de l'échange équivalent dont je viens de vous parler, mais qui est aussi connu par chez nous. Souvenez-vous, Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est peu ou prou la même chose, sauf que là, c'est appliqué dans un monde où ce genre de choses est géré par la magie. Pas chez nous. Est-ce que vous vous souvenez des équations bilan en chimie? Prenez 2 secondes. Non? Vous voyez pas? Je vous en propose une. Dans l'équation que je viens de vous montrer, nous avons 2 réactifs, du carbone, de l'oxygène, qui donnent au final un produit qu'on appelle le CO2. Donc il faut doser correctement pour qu'on puisse avoir le nombre suffisant d'atomes d'un côté pour obtenir les atomes en fonction des molécules que nous allons récupérer dans le produit. C'est ce que l'on appelle la loi de la conservation de la matière. Donc Lavoisier la connaissait, mais en 450 avant Jésus-Christ, cette loi était connue aussi d'un point de vue plus métaphysique que chimique. C'est Anaxagore, dit de Clazomène, qui avait énoncé cette idée-là que finalement on ne pouvait pas avoir plus que ce qu'on donnait. Mais, on a parlé de pierre philosophale. Et qui dit pierre philosophale, dit aussi Nicolas Flamel. Non, c'est pas uniquement un personnage de Harry Potter, mais c'est une personne qui a réellement existé. Cette personne-là avait soi-disant trouvé cette fameuse pierre philosophale qui lui permettait de transmuter le plomb en or. On ira voir tout à l'heure ce que c'est que la transmutation, parce que c'est un procédé pas facile à comprendre. Donc, notre ami Nicolas Flamel avait la réputation d'avoir trouvé cette pierre philosophale à cause de sa grande fortune. Mais finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'avec un mariage arrangé avec une personne qui possédait beaucoup de biens immobiliers et des spéculations qu'il a réussi à avoir toute cette fortune. Finalement, il est quand même curieux et cocasse, j'ai envie de dire, de penser que le plus célèbre des alchimistes français n'a jamais pratiqué l'alchimie. Mais d'où vient la réputation de Nicolas Flamel? En 1612, il a rédigé un livre qui s'appelait « Les figures hiéroglyphiques », et c'est ce qui a permis aux gens de se dire « Ah bah tiens, il parle d'alchimie, ah bah tiens, il a une grosse fortune », et si c'était pas plus facile d'avoir des raccourcis. Il en fallait pas plus, effectivement, pour tirer des hypothèses sur le fait de trouver la pierre philosophale et de transmuter donc le plomb ou le métal en or. Dans le livre Ésotérisme de Riffard en 1983, on parle d'alchimie au sens occulte du terme, où il fallait transformer un produit vil en produit noble. Ainsi, la transmutation permettait de purifier certaines choses qui ne l'étaient pas. En physique, la transmutation consiste à changer la charge atomique d'un produit. Et c'est là que je vous explique que c'est pas facile, parce que autour de notre noyau, on a des électrons qui gravitent, il faut en ajouter un ou en enlever un pour qu'on puisse admettre une transmutation. C'est comme ça qu'on va essayer, dans les années qui viennent, de réduire la dangerosité de l'uranium. Dans la série, c'est peu ou prou la même chose.
On va analyser un corps, le décomposer et le recomposer pour obtenir différents éléments en fonction de ce qu'on avait à la base. Il faut toujours garder à l'esprit cette loi de conservation de la matière. Mais, dans Fullmetal Alchemist, il me semble, à écouter les dialogues des personnages, que ceci s'applique aussi à la vie quotidienne. Et pour respecter la vieille croyance qui veut que une vie en remplace une autre, chose qui me dérange un tant soit peu, ça fonctionne pas. Sinon, expliquez-moi l'augmentation de la population. Cette idée dérangeante pour moi s'appuie sur le fait que les choses s'équilibrent. Or, on peut le constater, rien ne s'équilibre. On n'aura pas un événement positif pour un événement négatif. Ainsi, un décès ne remplacera pas une naissance, une rupture ne remplacera pas un nouveau couple qui va se créer. Non, ça c'est penser un petit peu facilement et s'appuyer sur l'effet Râteau qui veut que les choses s'équilibrent en dépit de la répartition du hasard. Parce que, prenons une pièce. On va tirer, pile, face, pile, face, pile, face. La répartition ne se fera pas de manière équitable. On n'aura pas 25 jets pile et 25 jets face. On aura quelque chose qui va être complètement aléatoire. Et le problème, c'est que là, le cerveau humain n'arrive pas à le comprendre. Parce que pour lui, on a besoin d'équilibre. Faites le test chez vous. Et si vous faites le test, faites, allez, une vingtaine de jets, vous me donnez les résultats dans les commentaires ou ailleurs, et puis on essaye de voir un petit peu comment tout ça peut s'équilibrer. Mais si nous partons de l'hypothèse que tout s'équilibre, cela suppose que nous ayons une balance qui nous suit tout au long de notre vie, que quelqu'un tient les comptes. Mais qui tient les comptes? Le karma? Le destin? Dieu peut-être? Je ne sais pas. Mais dans ces cas-là, s'il y a une répartition de la vie, du destin ou quoi que ce soit, sommes-nous réellement responsables de ce qui nous arrive? Est-ce que nous avons un intérêt à avoir une vie vertueuse? Est-ce que nous avons un intérêt à avoir des convictions, une morale? Puisque de toute façon, ça dépend pas de nous, ça dépend d'une répartition. Là, on se pose quand même beaucoup de questions. Repartons sur l'hypothèse que tout est équilibré. Il y aura donc un ratio entre le négatif et le positif. Mais comment c'est calculé? Comment la douleur, la souffrance, le chagrin est compté pour avoir un équivalent positif? Est-ce que c'est en journée de douleur, en intensité de douleur, en litres de larmes? J'en ai absolument aucune idée. Si vous avez, vous, une vague idée, proposez dans les commentaires, et puis on verra ce qu'on peut faire, on essaiera d'en débattre. La question de cette répartition, elle est centrale, elle est capitale. Se poser la question de l'intérêt et du but de la vie, c'est une problématique de l'humanité depuis la nuit des temps. Tout en admettant que cette balance existe, quel est le but de la vie? Quel est le but du karma? Quel est le but d'une puissance supérieure? Est-ce que c'est qu'on vive bien? Qu'on vive mal? Finalement, puisque tout est neutre, à quoi bon? Puisque tout s'équilibre, autant partir sur une base neutre, et c'est marre, pas de soucis, pas de grosse joie. Parce que le problème de tout ça, c'est qu'avec notre biais de négativité, nous allons nous souvenir uniquement, ou majoritairement, des événements négatifs. Le cerveau a été conçu pour ça, dans le sens de l'évolution, dans la survie de l'espèce, de se souvenir uniquement de ce qui est préjudiciable à l'espèce humaine ou à l'individu. Je vais citer mon fils qui m'a gentiment dit il y a quelque temps, oui, mais finalement, c'est vachement arrangeant de faire porter le chapeau à une tierce personne. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la dissolution de la responsabilité. Il a tout à fait raison de se dire que finalement, c'est super confortable pour nous de ne pas porter la responsabilité de nos actes, parce que ça ne nous engage pas, et que finalement, on n'est pas responsable. Admettre un principe d'échange équivalent dans la vie de tous les jours, ça nous permet de nous rassurer. De nous dire que, oh, il m'arrive une pépite, il m'arrivera quelque chose de bien derrière. Ou, ah bah non, de toute façon, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai choisi. Et oui, c'est le destin. Parce que admettre ce principe d'échange équivalent, ça nous dédouane, nous, de nous dire que nous ne sommes pas responsables, que de toute façon, ça ne tient pas à nous. Une personne qui s'est fâchée, bah non, finalement, c'est pas moi, c'est juste une rupture que le destin nous envoie. Non. Prenez le temps de penser à vos actions. Mais attention, vous êtes responsable de vos actes. Vous n'êtes pas spécialement responsable du comportement des autres. Là aussi, on aura une petite discussion à ce sujet-là. Quelle est la limite de mon implication? Cette approche un peu naïve de l'échange équivalent, encore une fois, c'est rassurant de croire en un monde juste, de penser que nos actions positives amèneront des réponses positives et que des actions négatives amèneront des conséquences négatives. Or, c'est pas du tout ça. Je me permets de prendre des exemples un petit peu alambiqués, mais une personne ayant un comportement à risque finira pas forcément par payer ses comportements à risque.
En échange, une personne qui n'en a pas eu pourra très bien développer une maladie par la suite, ou des interactions négatives. Attention à cette croyance en un monde juste, parce qu'elle a souvent tendance à nous égarer, et on fait souvent de mauvaises déductions à cause de celle-là. Et je me permets de reposer une nouvelle fois la question, le destin existe-t-il? A-t-il un but? A-t-il des intentions? Si oui, il se sera intéressant de creuser la question, et d'essayer de trouver des réponses. Parce qu'au final, entre ceux qui l'accablent et ceux qui l'ignorent, peut-être qu'il serait intéressant de se mettre d'accord. Mais au final, le destin, qu'est-ce que c'est? Pour le Larousse, il s'agit d'une puissance supérieure, de l'ensemble de la destinée d'un humain, de son trajet de vie. Il s'agit peut-être aussi d'un ensemble, une succession d'événements. Et les définitions sont relativement variées. Nous revoilà donc confrontés à la question de la force supérieure. Est-ce que nous, petits humains que nous sommes, ne sommes-nous pas finalement que des marionnettes de grande puissance? On parle de grande puissance au sens spirituel et religieux de la chose, bien sûr, pas des grandes puissances nucléaires ou quoi que ce soit. Quoique. Mais finalement, est-ce que tout ceci ne serait pas des contes de bonnes femmes pour nous rassurer? Alors oui, penser ça serait absolument dramatique pour nous, parce que nous accepterions l'idée d'être confrontés à une succession d'actes absurdes qui nous guideraient dans notre vie. Et encore qui nous guideraient. Peut-être cela dépendrait de nos réactions, des conséquences de ces événements, et de tout un tas de choses. Notre vie serait donc là, sans équilibre, sans intention. Elle serait finalement que ce que nous décidons d'en faire? Je ne pense pas. Parce que la répartition des événements aléatoires, qu'ils soient négatifs ou positifs, est pour beaucoup dans le conditionnement de notre chemin de vie. Si effectivement il nous arrive cagade sur cagade, eh ben on n'ira pas loin. En revanche, si les planètes s'alignent, si nous avons un bon aura, des bonnes vibrations quantiques, non pas de vibrations quantiques, alors peut-être que notre vie sera meilleure. Mais ça reste une hypothèse, et ça reste à mettre en perspective avec les événements négatifs que nous pourrions vivre. Alors non, la fin de cette vidéo ne prête pas à rêver. En même temps, la vie n'est pas forcément un rêve. Et il serait bien que les donneurs de leçons se le mettent dans la tête. Parce que dire à quelqu'un « oui mais quand on veut, on peut », si la vie a décidé de te décapiter et te chier dans le cou, tu feras pas grand-chose. Il serait peut-être bon d'arrêter de donner des leçons avec des « quand on veut, on peut », parce que souvent, ces phrases-là ne font qu'accentuer les dépressions, qui ne disent pas leur nom, ou des pertes d'estime de soi à des personnes qui sont déjà au fond du trou. Parce que vouloir, c'est pas pouvoir. Posez-vous la question de ces répartitions aléatoires d'événements, quels sont les impacts du négatif et du positif, et on en rediscutera. Et peut-être que vous aurez des arguments qui pourront peut-être me faire changer d'avis. En attendant, maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées et pas aux personnes. Restez critiques et à la revoyure.